Voilà. Tout le monde m'entend, hein. Je n'ai pas posé la question. Vous m'entendez bien? Oui? D'accord. Merci. Bon, ben, on va y aller. Je vais arrêter la vidéo. Voilà. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté sur ce point qui était le vecteur déplacement. Alors, le vecteur déplacement, alors je vous rappelle que le déplacement, c'est la variation de la position, d'accord? Et en notation vectorielle, eh bien, le vecteur déplacement, variation, ça va être la variation du vecteur position. Vous m'entendez pas? Ah, d'accord. Ok. C'est bon. Alors, donc notre vecteur déplacement, ben, c'est le vecteur qui va aller, si à l'instant T1, l'objet se trouve à la position M1 et qu'à l'instant T2, il se trouve à la position M2, qui est représentée ici, eh bien le vecteur position, c'est le vecteur qui va aller de la position M1 à la position M2. Alors, ce vecteur position, on avait regardé, c'est enregistré. Alors, on avait regardé ce que c'était par rapport aux deux vecteurs position OM1, OM2, qui sont les vecteurs position à l'instant T1 et à l'instant T2. Eh bien, si on compare les trois vecteurs, eh bien, on se rend compte qu'on a OM1 plus M1, M2 ou delta OM égale à OM2, ce qui nous donnait delta OM, qui est aussi le vecteur M1, M2, égale au vecteur position à la fin de l'intervalle moins le vecteur position au début de l'intervalle. Alors, désactiver. Est-ce que c'est bon là? C'est bon? Vous avez toujours les sous-titres? D'accord, ok. Donc notre vecteur déplacement qu'on peut appeler soit M1, M2, soit delta OM, puisque c'est la variation du vecteur position, c'est la différence entre le vecteur position à l'instant de fin de l'intervalle et le vecteur position à l'instant du début de l'intervalle. Donc, notre vecteur position, eh bien, notre vecteur déplacement, on pouvait, de la même façon que les vecteurs position, on pouvait le décomposer suivant deux axes, OX et OY. Alors, delta OM, c'était OM2, c'est-à-dire X2I plus Y2J. OM1, c'était X1I plus Y1J. Et quand on fait la différence, eh bien on fait la différence composante par composante, ce qui nous donnait X2 moins X1I plus Y2 moins Y1J, c'est-à-dire delta XI moins plus delta YJ. D'où l'expression de delta OM que vous retrouvez là. Alors, en module, eh bien, on calcule la racine carrée de delta x au carré plus delta y au carré pour avoir le module du vecteur déplacement. Voilà. Alors, le cas particulier du vecteur déplacement, c'est quand le mouvement est rectiligne. Et dans le mouvement rectiligne, eh bien, le vecteur déplacement est porté par la trajectoire. Puisque les vecteurs OM1 et OM2 sont tous les deux collinéaires, ils sont tous les deux portés par la trajectoire. Quand vous faites la différence, eh bien, vous trouvez un vecteur qui est lui aussi porté par la trajectoire. Voilà. Alors, on va passer à la vitesse moyenne. Alors, la vitesse moyenne, on avait déjà défini ça dans le mouvement rectiligne.
Et on avait dit que c'était le déplacement divisé par l'intervalle de temps sur lequel on a cherché ce déplacement. Eh bien, cette définition, elle reste vraie en vecteur. Donc, le vecteur vitesse moyenne, ça va être le vecteur déplacement delta OM divisé par l'intervalle de temps. Je vous rappelle que c'est le vecteur position à l'instant T2 moins le vecteur position à l'instant T1 divisé par T2 moins T1 qui est l'intervalle de temps. Alors, delta OM, eh bien, on a vu qu'on pouvait le décomposer en delta XI et delta YJ, d'accord? Ce qui nous donne Vm égale delta X sur delta Ti plus delta Y sur delta Tj. Alors, le vecteur Vm, bien entendu, puisqu'il s'écrit comme le vecteur variation de position, donc le vecteur déplacement divisé par l'intervalle de temps, le vecteur Vm a forcément la même direction et le même sens que le vecteur delta OM, puisque ça revient à prendre le vecteur delta OM et à le multiplier par un scalaire, ce scalaire étant 1 sur delta t. Donc vous ne changez pas vous ne changez ni la direction ni le sens quand vous faites une multiplication d'un vecteur par un scalaire positif. Donc le résultat que vous obtenez, c'est un vecteur qui a la même direction et le même sens. Alors son module, ça sera le module de delta OM divisé par delta T. Alors, voici l'expression de la vitesse moyenne, l'expression du module de la vitesse moyenne. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question. C'est quoi la différence entre le vecteur déplacement et la distance parcourue? Ok, qui est-ce qui pose la question? C'est Louisa Montsouris. Vos camarades ont le son, hein, Bérardi, essayez de voir sur votre PC ou votre téléphone le moyen de régler ça, mais vos camarades non plus. Alors, quelqu'un voulait savoir la différence entre un vecteur déplacement et une distance. Alors déjà, le vecteur déplacement, c'est un vecteur, d'accord? C'est-à-dire quelque chose qui a une orientation, un sens et un module. Et la distance, eh bien, c'est quelque chose, c'est un nombre scalaire. C'est arithmétique. C'est un nombre scalaire qui est toujours positif. Alors, la distance, si vous voulez faire le lien entre le déplacement et la distance, eh bien, la distance, c'est la somme de tous les modules des petits déplacements que vous pouvez effectuer en décrivant la trajectoire. C'est-à-dire que, voilà, si je devais dire par rapport au vecteur delta OM que j'ai ici, mon vecteur M1, M2, qui est le vecteur déplacement, eh bien la distance parcourue, ce sera la distance parcourue sur la trajectoire. C'est-à-dire que vous allez du point M1 au point M2 en suivant la trajectoire. Et cette distance-là, la longueur de la trajectoire entre le point M1 et le point M2, ça, c'est une distance. D'accord? Par contre, le vecteur déplacement, eh ben, vous prenez deux instants différents. Vous avez la position à l'instant de départ, la position à l'instant d'arrivée. Et le vecteur déplacement, c'est le vecteur qui va du point de départ au point d'arrivée. Je ne sais pas si c'est clair. Pour la personne qui m'a posé la question, Luisa, est-ce que c'est bon? Bon, quand vous pourrez. Le vecteur déplacement est... Oui, alors le vecteur déplacement, d'accord. Le vecteur déplacement et la vitesse moyenne, ce sont deux vecteurs qui ont même direction, même sens, et le module
de la vitesse moyenne est trouvé à partir du module du vecteur déplacement, puisqu'on a défini la vitesse moyenne. Regardez la définition de la vitesse moyenne, c'est delta OM sur delta T, c'est-à-dire le vecteur déplacement divisé par l'intervalle de temps. Alors, ce qu'on peut observer, c'est que VM a toujours la même direction que le vecteur déplacement, le même sens que le vecteur déplacement, c'est le vecteur déplacement divisé par un intervalle de temps, c'est toujours positif, d'accord? Donc, VM a toujours même direction et même sens que le vecteur déplacement, et son module, c'est le module du vecteur déplacement divisé par l'intervalle de temps. Le module du vecteur déplacement, ben vous regardez, c'est sur votre écran. Oui, exactement. Alors, Chami, oui. Le, alors, la direction, c'est le support, si vous voulez, du vecteur. Et le sens, c'est est-ce que ça va vers la droite ou vers la gauche, vers le haut ou vers le bas. C'est quoi ça, pour 2 heures ou pour 1 heure? Donc, ça va durer 1 heure et demie. Ok. Alors, quelqu'un me demandait comment on fait pour avoir les composantes du vecteur vitesse moyenne. Et ben, vous prenez deux axes, un axe OX, un axe OY, et vous décomposez le vecteur VM. Donc, vous allez avoir VMX et VMY. On va voir ça sur la vitesse instantanée. Alors, on passe maintenant à la vitesse instantanée. On a déjà vu pour le mouvement rectiligne que la vitesse instantanée, c'est la limite de la vitesse moyenne quand on fait tendre l'intervalle de temps vers 0. Et bien, on va écrire ça d'un point de vue vectoriel. Le vecteur vitesse instantanée, c'est la limite quand delta t tend vers 0 de la vitesse moyenne, c'est-à-dire delta OM sur delta t. Alors, delta OM, on a dit que c'était delta OM sur delta T, on a dit que c'était delta X sur delta TI plus delta Y sur delta T, J. Donc, je remplace VM par son expression. Ensuite, eh ben, la limite de cette somme, c'est la somme des limites. D'accord? Et puis, eh bien, on reconnaît dans le premier terme de cette somme, on reconnaît la définition de la dérivée. Comment ça, vous avez un cours à 11 heures d'après l'emploi du temps? Vous n'avez pas de cours. Vous n'avez pas de cours à 11 heures d'après l'emploi du temps. C'est un cours de quoi? C'est vraiment l'anarchie, hein. À 11 heures, vous n'avez pas de cours normalement. Vous n'avez aucun cours à 11 heures. Bon, s'il vous plaît, arrêtez de m'interrompre pour me donner des informations erronées, hein. D'accord? Alors, donc, on en était à la définition de la vitesse instantanée. Donc, on est arrivé à écrire la limite quand delta t tend vers 0 de delta x sur delta ti, plus la limite quand delta t tend vers 0 de delta y sur delta tj. Et vous reconnaissez ici la définition de la dérivée de x par rapport au temps, et ici la définition de la dérivée de y par rapport au temps.
Alors, je reprends ici. Donc, le vecteur vitesse instantanée, c'est dérivée de x, i, plus dérivée de y, j. Alors, cette dérivée de x par rapport au temps, je vais l'appeler vx, d'accord? La dérivée de y par rapport au temps, je vais l'appeler vy. Donc, j'ai v égale vxi plus vyj. Alors, le module de v, c'est la racine carrée de vx carré plus vy carré. Et les deux vecteurs vx égale vxi, c'est-à-dire ce terme-là, et le vecteur vy égale vyj, c'est-à-dire le second terme, c'est ce qu'on appelle les composantes cartésiennes de la vitesse. Alors, regardez bien, voici le vecteur vitesse. J'ai mon axe X qui est un axe horizontal, mon axe Y qui est un axe vertical, et j'ai décomposé mon vecteur vitesse en deux vecteurs, une composante Vx et une composante Vy. Alors ces deux vecteurs, c'est ce qu'on appelle les composantes cartésiennes de la vitesse. Ça va juste là? Alors, ensuite, une remarque, c'est que la direction du vecteur vitesse est toujours celle de la tangente à la trajectoire. Alors, comment est-ce que ça se vérifie? Le fait que le vecteur vitesse, vous voyez ici, je l'ai tracé tangent à la trajectoire. Alors, qu'est-ce qui fait que le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire? Alors, regardez bien, j'ai pris des intervalles de temps de plus en plus petits. Alors, pour commencer, je suis allée de l'instant T1, je suis à la position M1, à l'instant T2, où je suis à la position M2. D'accord? Donc, voici la direction du vecteur vitesse moyenne. C'est bon? Ensuite, je prends un intervalle de temps plus petit, c'est-à-dire que je maintiens l'instant T1 où j'ai la position M1 et je vais prendre un instant plus rapproché que je vais appeler T'2. Donc, je serai à la position M'2. Alors, regardez, l'orientation du vecteur Vm, elle a changé. D'accord? Si je prends un intervalle de temps encore plus petit, je suis à la position M2 secondes, donc mon instant final dans l'intervalle, ça sera T2 secondes, et bien vous voyez que la vitesse moyenne, elle a encore tourné et à la limite, si mon intervalle de temps tend vers 0, eh bien vous voyez bien que je suis en train de me rapprocher de la direction de la tangente que j'ai dessinée ici en pointillé, et la vitesse instantanée à l'instant T1, eh bien ça sera un vecteur qui sera porté par la tangente. Ça va? La tangente à la trajectoire. Est-ce que c'est clair ça? Alors je vais... Ah, je parle trop vite. D'accord, les avis sont partagés. Alors, je reprends. La direction, ok, c'est pas grave, je vais quand même reprendre. La direction du vecteur vitesse, vous êtes tous d'accord que c'est la direction du vecteur déplacement. D'accord? Donc, j'ai pris des vecteurs déplacement différents. Alors, je pars à l'instant T1 à la position M1. À l'instant T2, c'est la fin de mon intervalle, je suis à la position M2. D'accord? La direction du vecteur déplacement, c'est M1, M2. Et donc, ma vitesse moyenne que j'ai appelée Vm1, elle a la même direction, c'est la même que celle du vecteur déplacement. Ensuite, je vous rappelle que la vitesse instantanée, c'est la limite quand delta t tend vers 0 de la vitesse moyenne. D'accord? Donc, je vais rétrécir mon intervalle de temps pour essayer de tendre vers un intervalle de temps qui soit nul. Donc, j'ai rétréci mon intervalle.
mon instant, au lieu que ce soit T2, ça devient T2'. Donc, la position à T2', c'est M2'. D'accord? Donc, le nouveau vecteur déplacement, c'est M1, M2'. Et ma nouvelle vitesse moyenne, c'est Vm2. C'est ce vecteur-là. C'est bon? Alors, ensuite, eh bien, je rétrécis encore mon intervalle de temps. Je vais choisir un instant T2 secondes. Et à T2 secondes, je suis à la position M2 secondes ici. Hein. Vous voyez, M2 secondes, c'est ici. Alors, la nouvelle direction du vecteur déplacement, c'est M1, M2 secondes. Donc, la nouvelle direction de la vitesse moyenne, c'est Vm3 que vous voyez ici. D'accord? Et je peux continuer comme ça à réduire mon intervalle de temps jusqu'à ce qu'il tende vers 0. Eh bien, quand je le fais tendre vers 0, eh bien, la direction de ma vitesse, ça devient la direction de la tangente. C'est bon? Alors, tous ceux qui avaient dit que c'était pas clair. Alors, non, je suis pas tout à fait d'accord avec Ammar Merabti, qui dit que la direction du vecteur vitesse est tangente à la trajectoire, car la vitesse, c'est la dérivée de la position. C'est c'est pas tout à fait ça la raison. C'est-à-dire que c'est vrai, mais ce n'est pas ça la raison pour laquelle le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire. Vous êtes en train de confondre la courbe x en fonction du temps avec la trajectoire. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant quand on a tracé pour le mouvement rectiligne la courbe x en fonction du temps, même si elle avait une courbure, ça représentait la variation de la position pour un mouvement rectiligne. Donc, quand on mesurait la pente de la tangente à x de t, on n'était pas en train de mesurer, de regarder la trajectoire et de chercher la tangente à la trajectoire. Euh, alors, je ne trouve pas. Voilà, alors la personne qui dit, oui, oui, c'est enregistré. La personne qui me demande la différence entre la vitesse moyenne et le déplacement, bon, vous auriez pu quand même suivre ce que j'ai rappelé depuis le début du cours, hein, je reviens pas dessus. Alors, je relis avec vous ce qu'il y a ici. Plus l'intervalle de temps est petit, plus l'orientation de la vitesse moyenne se rapproche de celle de la tangente à la trajectoire au point M1. Et à la limite, quand delta t tend vers 0, eh bien la vitesse moyenne devient la vitesse instantanée à la position M1. Alors, le cas particulier, c'est le mouvement rectiligne. Eh bien, dans le cas particulier, la tangente à la trajectoire, puisque la trajectoire est une droite, eh bien la tangente d'une droite, c'est la droite elle-même. Donc, le vecteur vitesse est porté par la trajectoire. Alors, on a ces deux façons différentes de représenter et la trajectoire et le vecteur vitesse. On peut n'avoir besoin que de la coordonnée x, ou bien on peut avoir besoin des coordonnées x et y. Voilà. Alors, on passe maintenant au vecteur accélération. Alors, pareil que pour le reste, pareil que pour la vitesse, on va d'abord définir une accélération moyenne et après on en déduira une accélération instantanée. Alors, l'accélération moyenne, on a déjà vu ça pour le mouvement rectiligne, on a dit que c'était la variation de la vitesse divisée par l'intervalle de temps. Donc, delta V sur delta T. Eh bien, en notation vectorielle, l'accélération moyenne, c'est la variation du vecteur vitesse divisé par l'intervalle de temps. Donc, la variation du vecteur vitesse,
c'est la vitesse à l'instant t2, le vecteur vitesse à l'instant t2, moins le vecteur vitesse à l'instant t1, divisé par t2 moins t1. Alors, comment est-ce qu'on construit ce vecteur delta v? Eh bien, alors, je vais peut-être aller au cours sur les vecteurs. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire la différence de deux vecteurs? Alors, j'ai deux vecteurs, un vecteur A, un vecteur B, d'accord? Alors, pour faire la somme des deux vecteurs, eh bien, je prends le premier vecteur et à l'extrémité de ce vecteur, je mets l'origine du deuxième. Donc, je reproduis ici le vecteur B. Et la somme va de l'origine de A à l'extrémité de B. D'accord? Pour faire la différence, on fait quoi? Eh bien, on prend le premier vecteur. Et pour faire A moins B, je vais dire que A moins B, c'est A plus le vecteur moins B. D'accord? Le vecteur moins B, c'est le vecteur qui a la même direction que B, le sens opposé à B et même module que B. D'accord? Donc, si je veux faire A moins B, eh bien, je représente A. Je représente alors le vecteur moins B. Vous voyez que B, j'ai oublié le signe moins ici. Hein. Vous voyez que le vecteur B est vertical vers le bas. Ici, j'ai mis le vecteur moins B vertical et vers le haut. Il y a une erreur ici de signe. Donc, le vecteur A moins B, eh bien, ça va de l'origine de A à l'extrémité de moins B. Voilà le vecteur A moins B. C'est bon? Alors, je reviens à mon vecteur delta V. Alors, je fais quoi pour avoir le vecteur delta V? Eh bien, j'ai le vecteur V1 à l'instant T1, le vecteur V2 à l'instant T2. Vous voyez que les vecteurs V1 et V2 sont tangents à la trajectoire. V1 à la position M1 et V2 à la position M2. D'accord? Et pour avoir delta V, eh bien, je construis le vecteur V2 moins V1. Alors, vous voyez que V1 est dans ce sens. Ça veut dire que moins V1 va être dans l'autre sens. Je dois dessiner un vecteur qui est parallèle à V1, qui a même module que V1, mais qui a un sens opposé à V1. Donc, j'ai V2 moins V1 égale à delta V. Ça va? C'est le vecteur en rouge. Hein. C'est bon? Et une fois qu'on a le vecteur delta V, eh bien, on le divise par l'intervalle de temps delta t et on obtient le vecteur accélération moyenne que j'ai dessiné ici en vert. D'accord? Alors, le fait qu'il soit plus long que le vecteur delta V, ça, c'est une question d'échelle avec laquelle j'ai représenté mon vecteur. D'accord? C'est pas la même échelle que pour les vitesses, évidemment, puisqu'il ne s'agit pas de la même grandeur. En bleu, j'ai dessiné les vitesses, d'accord? Et en vert, j'ai dessiné l'accélération moyenne. C'est bon? Donc, l'accélération moyenne qui a la même direction et le même sens que delta V et qui a pour module le module de delta V sur delta t, eh bien, elle est là, en vert. J'ai d'abord construit le vecteur delta V qui est V2 moins V1 et ensuite j'en ai déduit le vecteur accélération moyenne. Alors, je vais regarder vos questions. Non, j'ai pris alors Jugurtha. Non, Chami, vous posez votre question dans le chat. Hein, sinon, on va pas s'en sortir si tout le monde intervient. Ça va être la foire. Alors, quelle était la question? Oui.
Alors, c'est Jugurtha qui demande est-ce que le module de V1 est égal au module de V2? Non, j'ai pris le module de V2 plus grand que le module de V1. Est-ce que le delta V est toujours constant? Est-ce que j'ai dit que le vecteur delta V était constant? J'ai jamais dit ça. Est-ce que je peux, mais est-ce que je peux démontrer, est-ce que je peux montrer ce que c'est que la dérivée d'un vecteur? Mais c'est ce qu'on est en train de faire, hein. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, la dérivée d'un vecteur. Alors, je continue, hein, vous allez mieux comprendre en regardant la suite. Alors, ce vecteur accélération moyenne, eh bien, on peut le décomposer. Alors, il suffit de décomposer les deux vecteurs vitesse. Donc, le vecteur V2, eh bien, c'est V2xi plus V2yj, d'accord? Et le vecteur V1, c'est V1xi plus V1yj. Alors, je fais la soustraction composante par composante. Donc, ça me donne V2x moins V1x sur l'intervalle de temps i plus V2y moins V1y sur l'intervalle de temps j. C'est-à-dire delta Vx sur delta Ti plus delta Vy sur delta Tj. C'est bon? Ça veut dire que AM a deux composantes, une composante AMX et une composante AMY. Alors, je vous les ai dessinés ici. Voici le vecteur AM de la figure précédente, hein. Voici le vecteur AM. Le vecteur AMX est le vecteur horizontal. Je fais la projection ici sur un axe horizontal. Je fais la projection sur un axe vertical et vous avez AMY. Et quand vous faites la somme de AMX et de AMY, vous obtenez le vecteur accélération moyenne AM. C'est bon? Alors on voit bien sur cette figure que le module de AM, c'est la racine carrée de AMX au carré plus AMY au carré, c'est-à-dire delta Vx sur delta T au carré plus delta Vy sur delta T au carré. On cherche la racine carrée de cette somme de carrés. C'est bon? Alors, on passe... alors, mon signe égal... j'ai une petite erreur ici. Bon, peu importe. Alors, l'accélération instantanée. Alors, on a déjà défini l'accélération instantanée. On a dit que c'était la limite de l'accélération moyenne quand on fait tendre l'intervalle de temps delta t vers 0. Donc, j'écris que c'est la limite quand delta t tend vers 0 de delta v sur delta t. Alors maintenant, delta v, j'écris que c'est delta vxi plus delta vyj. Donc, mon delta v sur delta t, c'est delta Vx sur delta Ti plus delta Vy sur delta Tj. Ça va? Alors, il manque un signe égal ici, je le corrigerai dans le document que je vous enverrai, hein. Le signe égal, il est ici, hein, entre les deux. Alors, la limite d'une somme, eh bien, c'est égal à la somme des limites. Donc, n'oubliez pas qu'il y a un signe égal ici. Donc, ça donne égal à la limite de delta Vx sur delta Ti plus la limite de delta Vy sur delta T quand delta T tend vers 0. Alors, on reconnaît dans le premier terme, eh bien, la dérivée, cette limite de delta Vx sur delta T quand delta T tend vers 0, vous reconnaissez l'expression de la dérivée de Vx par rapport au temps. Et dans le second terme, vous reconnaissez
l'expression de la dérivée de Vy par rapport au temps. C'est-à-dire qu'on va pouvoir écrire que A, l'accélération instantanée, c'est dvx sur dt i plus dvy sur dt j. Et comme Vx, je vous rappelle qu'on a vu ça la dernière fois, Vx c'est la dérivée de x et que Vy c'est la dérivée de y, eh bien ça va nous donner l'accélération instantanée qui est égale à la dérivée seconde de x, i, plus la dérivée seconde de y, j. C'est bon? Alors, ces deux termes, si vous voulez, ces deux composantes, eh bien, on va les appeler AX et AY. Alors, le vecteur accélération instantanée, ça sera AXI, AX étant la dérivée seconde de x par rapport au temps, AY égale AYJ, ce AY étant la dérivée seconde de y par rapport au temps. Et ces deux vecteurs, c'est ce qu'on appelle les composantes cartésiennes du vecteur accélération. Voilà. Oui, on va en tracer. Vous inquiétez pas, on tracera un vecteur accélération. Je vais vous traiter un exemple tout à l'heure et vous verrez comment est-ce qu'on trace un vecteur accélération. D'accord? Pour le moment, ce que je peux vous montrer comme ça dans le cas général, c'est comment tracer un vecteur accélération moyenne. Mais tout à l'heure, on fera le tracé d'une accélération instantanée sur un cas où on peut quantifier, où on peut faire des calculs. D'accord? Je sais pas si j'ai répondu à votre question. C'est Chamy. Une chose à la fois. Alors, la remarque, c'est que le vecteur accélération est toujours orienté vers la concavité de la trajectoire. Alors, qu'est-ce que c'est que la concavité? Quand vous avez dans une trajectoire des creux et des bosses, d'accord? Eh bien, c'est toujours, alors, je vais peut-être activer, voilà. Alors, je sais pas si, une petite seconde. Je vais tirer le rideau. Alors, qu'est-ce que c'est que la concavité? Imaginons que la trajectoire, elle est une courbure d'abord comme ça, et qu'ensuite ça fasse ça, d'accord? Ça va faire d'abord une courbure comme ça, et puis une autre courbure comme ça. C'est bon, vous voyez? Voilà, les deux courbures. Alors, quand la courbure est comme ceci, d'accord? Eh bien, le vecteur accélération est toujours tourné vers l'intérieur, c'est-à-dire qu'il est orienté soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Si la courbure est vers le haut, eh bien, ça veut dire que le vecteur accélération, il sera orienté comme ceci. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un creux dans une trajectoire, un creux et une bosse, donc d'un côté, c'est creux et vu de l'autre côté, c'est plutôt une bosse, eh bien, le vecteur accélération, il va jamais sortir de la bosse, il sera toujours à l'intérieur du creux. C'est ça la concavité de la trajectoire. Le milieu, ça dépend. Si vous avez une trajectoire qui est quelconque, il y a pas toujours un milieu, hein. C'est vers l'intérieur. Voilà, exactement. C'est plutôt vers l'intérieur de la trajectoire. C'est bon?
Ok. Alors, je vous ai représenté ici les différentes possibilités, hein. Par exemple, euh, vous allez voir sur les exemples, hein. Alors, j'ai commencé par prendre alors une vitesse qui augmente en module. Regardez, j'ai pris V2 en module plus grand que V1. D'accord? J'ai pris les trois possibilités. V2 plus grand que V1, V2 plus petit que V1 et V2 égale V1. Je parle des modules, hein. Alors, si vous regardez dans le cas où la vitesse augmente en module, donc on a un mouvement accéléré, regardez V2 moins V1, ça vous donne un delta V en rouge ici, donc une accélération moyenne qui est comme ça. Alors, j'ai raisonné, là je vous montre des accélérations moyennes, mais il va se passer exactement la même chose si vous rapprochez les points M1 et M2 pour tendre vers l'accélération instantanée, et vous allez voir que ça donne exactement le même résultat. Alors, si la vitesse diminue en module, alors j'ai V2 moins V1, V1 est toujours le même, hein. Delta V est orienté vers l'intérieur, vers le creux vers la concavité de la trajectoire, et l'accélération moyenne, la voici. D'accord? Maintenant, j'ai pris le cas où V2 en module est égal à V1 en module. D'accord? Bien, j'ai V2 moins V1, ça va? Égal à delta V, et l'accélération moyenne à cette orientation. Vous voyez que dans tous les cas, que vous ayez une vitesse qui augmente en module, qui diminue en module, qui garde le même module, eh bien, votre vecteur accélération est toujours orienté vers l'intérieur, et jamais vous verrez un vecteur accélération qui sort d'une bosse. Il sera toujours vers l'intérieur. Ça va? Alors, pourquoi le début de AM? C'est parce que j'ai dessiné, faut bien le mettre quelque part, hein. C'est-à-dire que, oui, je suis d'accord avec vous. C'est un petit détail pratique. En réalité, le vecteur delta V, il est valable sur tout l'intervalle T1, T2. D'accord? Donc, normalement, j'aurais dû le représenter ici. C'est-à-dire que mon delta V, j'aurais dû ramener ma vitesse. Ça aurait donné une figure trop encombrée. D'un point de vue rigoureux, mon V2, j'aurais dû le ramener ici, entre M1 et M2, pour faire ma construction V2 moins V1, et j'aurais eu mon delta V ici. D'accord? Mais ça change rien, hein. Sur la notion d'accélération moyenne, c'est une notion ça vous donne un vecteur qui est valable sur tout un intervalle. Donc, il est valable sur l'intervalle qui va de l'instant T1 à l'instant T2. Donc, si je le dessine à l'instant T1, ou que je le dessine à l'instant T2, ou que je le dessine à un instant entre les deux, ça va pas changer mon vecteur d'accélération moyenne. Il restera le même. D'accord ou pas? Oui, c'est bon? Alors, j'ai représenté à la position M2. Pourquoi? C'est parce que je suis en train de chercher un delta V qui est V2 moins V1. D'accord? Donc, je l'ai représenté ici pour que j'ai déjà le vecteur V2 et que je n'ai qu'à ramener mon vecteur moins V1. C'est pour une question pratique, c'est-à-dire que ça me permet d'avoir déjà le premier vecteur de la différence et d'aller chercher le deuxième. Alors que si j'avais représenté mon delta V ici entre les deux, il aurait fallu aller chercher le V2, le dessiner ici, chercher le moins V1, le dessiner ici, et après on aurait le delta V. Est-ce que c'est clair? D'accord. Okay.
Cas particulier, eh bien, cas particulier du mouvement rectiligne, eh bien, encore une fois, le vecteur accélération est porté par la trajectoire, d'accord? Alors, ici, j'ai dit que le vecteur accélération instantanée est toujours tourné vers la concavité de la trajectoire. Et ce que j'ai dessiné, c'est le vecteur accélération moyenne, mais mettez-vous bien en tête que ça va être vrai aussi si je fais tendre l'intervalle de temps T1, T2 vers 0, T2 moins T1 vers 0. Et donc, ça sera vrai aussi pour une accélération instantanée. C'est juste que c'est plus facile de représenter ici le vecteur accélération moyenne. Mais ça sera vrai aussi avec le vecteur accélération instantanée. Voilà. Alors, le vecteur accélération est porté par la trajectoire dans un mouvement rectiligne, donc il n'y a rien d'étonnant à ça, puisque je fais la différence entre deux vecteurs V1 et V2 quand je cherche l'accélération moyenne. Je fais la différence entre deux vecteurs V1 et V2 qui sont tous les deux portés par la même droite. Donc forcément, leur différence sera portée par la même droite. Donc si delta V est porté par la trajectoire, l'accélération moyenne aussi, l'accélération instantanée aussi. Voilà, alors on en arrive à l'application. Vous allez pouvoir voir comment est-ce qu'on trace un vecteur accélération instantanée. Alors, je vous donne un exemple dans lequel ce qui est connu, la donnée de mon mouvement, c'est que je connais les coordonnées cartésiennes du mobile dans le plan OX, OY. D'accord? Alors, voici les équations. X est une fonction. Alors, j'ai moins x égale moins 0,31 t carré plus 7,2 t plus 28. Y, arrêtez de demander d'annoter le contenu. Y égale 0,22 t au carré moins 9,1 t plus 30. Alors, ces équations sont valables si le temps est en secondes, x et y en mètres. Ça va? Alors, la première chose à faire, ça va être de construire la trajectoire. Alors, pour construire la trajectoire, eh bien, on vous propose de calculer et représenter les positions aux instants 0, 5, 10, 15, 20 et 25 secondes. D'accord? Alors, je vais vous donner les valeurs que j'ai obtenues. Alors, j'ai arrondi, hein, j'ai supprimé les décimales. Hein. Alors, voilà ce qu'on trouve. À t égale 0, ben, x égale 28, y égale 30. Ensuite, à t égale 5, eh ben, j'ai trouvé 56 et moins 10. À t égale 10, 69 et moins 39. Vous pourrez toujours vérifier, refaire les calculs après le cours pour vérifier que c'est les bonnes valeurs. Et voilà, donc à 15 secondes, à 20 et à 25. Donc, j'ai juste appliqué ces deux équations aux instants 0, 5, 10, 15, 20 et 25. Bon, c'est bientôt fini là de demander la notation Zouaoui, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Ça suffit. Donc voici mes valeurs de x et de y correspondant à ces instants, donc toutes les 5 secondes. Comment trouver alors,
Comment avons-nous trouvé les x et les y? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Comment on a trouvé les équations? C'est ça? Comment on a trouvé les équations? Ben, c'est une donnée. C'est une donnée, hein. On vous dit, alors, pour ce mouvement, pour le mouvement de ce mobile, eh bien, on a fait une expérience. On a essayé de trouver, on a tracé les X en fonction du temps, les Y en fonction du temps. Et puis, on a trouvé que c'était ça l'équation. D'accord? C'est un petit peu, oui, on vous donne l'équation. Non, on n'a pas trouvé l'équation nous-mêmes, on nous l'a donnée. D'accord? C'est-à-dire que c'est le résultat d'observation. Il y a quelqu'un qui a fait des mesures. Pour tout vous dire, c'est le mouvement d'un petit lapin dans un champ. D'accord? Donc, on a fait les mesures de la position de ce lapin dans le champ, donc en X et en Y. On a repéré sa position. Et puis après, en faisant plusieurs mesures, on a pu arriver à écrire ces équations. Je vous rappelle que la dernière fois, je vous ai donné un document pour trouver l'équation, comment est-ce qu'on peut trouver l'équation x égale 5t au carré. D'accord? Eh ben c'est un petit peu le même type de méthode pour trouver ces deux équations-là. Donc ça, c'est le résultat d'observation, c'est-à-dire que la personne qui a observé le mouvement du lapin dans le champ, eh ben, a pu écrire ces deux équations-là, d'accord? Et maintenant, eh bien, on va, sachant que x en fonction du temps, c'est cette fonction-là, que y en fonction du temps, c'est cette deuxième équation, eh bien, pour avoir à chaque instant la valeur de x et la valeur de y, eh ben, on applique les équations. Donc, pour t égale 0, ben, j'ai ce terme-là qui est nul, ce terme-là qui est nul, x égale 28. Pour y, je vais avoir ces deux termes qui sont nuls, donc ça sera 30. Pour t égale 5, eh ben, vous allez faire moins 0,31 par 25, plus 7,2 par 5, plus 28. Ça va? Et vous obtenez 56. Pour y, 0,22 par 25, moins 9,1 par 5, plus 30, vous obtenez moins 10. Est-ce que c'est plus clair? On a juste appliqué, d'accord. On a juste appliqué ces deux équations horaires. On appelle ça des équations horaires. Oui, bah, très bien. Votre camarade vous a répondu là-bas. Hein. Voilà. Donc, j'ai mes deux équations horaires. Alors, on dit horaire parce que ça fait intervenir le temps. D'accord? Donc, ça vous donne x en fonction du temps, y en fonction du temps. Et donc, pour les différents instants, vous pouvez trouver la position. Si vous avez les deux coordonnées x et y, vous pouvez représenter les positions. Alors, voici la première position. Eh bien, c'est, alors voici mes positions. Alors, la première position, c'est x égale 28 et y égale 30. Ma deuxième position, c'est x égale 56 et y égale moins 10. Ma troisième position, c'est x égale 66 et y, alors ma troisième, c'est 69 et moins 39. Donc, 69 et moins 39 et ainsi de suite. D'accord? Alors, l'équation Y, oui, bien sûr. Alors,
On a les équations de x. On a les équations de x en fonction du temps, y en fonction du temps. Mais nous, ce qu'on veut représenter, c'est dans le plan OX, OY, d'accord? Donc, dans l'espace, on va représenter la trajectoire. Donc, on ne va pas représenter X en fonction du temps et Y en fonction du temps. On va, pour chacune des positions qu'on vous a demandées, regarder quelles sont les coordonnées du mobile. Les coordonnées du mobile, à l'instant t égale 0, je suis à x égale 28, y égale 30. Eh bien, je cherche x égale 28, y égale 30. J'ai ma position à t égale 0. Ça va? Ensuite, à t égale 5 secondes, j'ai x égale 56, y égale moins 10. Donc, j'ai cette position-là. Elle est à x égale 56 et y égale moins 10. C'est bon? À t égale 10, x égale 69, y égale moins 39. Donc, 69 et moins 39. Voici la position à t égale 10. À t égale 15, je suis à 66 et moins 57. Donc, je suis ici. Ensuite, à t égale 20, je suis à 48 et moins 64, je suis là. Et à t égale 25, je suis à 14. Donc ici, voici 14, c'est là. Et moins 60. Est-ce que vous avez suivi? D'accord. Alors, une fois que vous avez tracé vos positions, vous avez repéré vos positions, sur la trajectoire, je vous fais remarquer que sur une trajectoire, le temps n'apparaît pas. D'accord? Ce qui apparaît, ce sont les positions. Donc, vous avez besoin des coordonnées X et Y pour pouvoir représenter votre mobile. C'est bon? Donc, la trajectoire, eh bien, c'est la courbe qui va joindre les différentes positions qu'on a tracées. Alors, on a tracé 6 positions. Eh bien, on va tracer une courbe qui passe par ces positions. Et cette courbe, c'est ce qu'on appelle la trajectoire. D'accord? La trajectoire, c'est la courbe que vous voyez ici. C'est toujours Y en fonction de X. C'est ça la trajectoire. C'est bon? Alors, il y avait un autre moyen. Il y avait un autre moyen de tracer la trajectoire. C'était d'écrire, d'éliminer le temps ici, d'écrire t en fonction de x, et ensuite de remplacer dans y t en fonction de x. Mais vous voyez que les équations sont plutôt compliquées. Ça n'aurait pas été simple d'écrire y en fonction de x. Donc c'était plus facile pour chaque instant d'écrire les positions, donc les coordonnées x et y de notre mobile et ensuite de tracer la trajectoire. C'est bon? Ok. Alors, ensuite on va appliquer tout ce qu'on vient de voir. Donc, on vient de tracer la trajectoire en calculant les positions, les coordonnées x et y à différents instants. Alors maintenant, on va calculer et représenter le vecteur vitesse à l'instant 10 secondes. Alors, à l'instant 10 secondes, je suis à x égale 69, y égale moins 39. Donc, je suis à cette position-là. C'est bon? Alors, je fais quoi? Eh bien, je vais appliquer ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que mon vecteur vitesse, il a deux composantes, une composante Vx et une composante Vy. Vx, c'est la dérivée, Vx, c'est la dérivée de x. Donc, je dois, pour avoir Vx à n'importe quel instant, je dois dériver x par rapport au temps. D'accord? Donc, j'ai moins 0,31 t au carré plus 7,2 t plus 28 à dériver par rapport au temps.
Alors, si ici, je vais avoir moins 0,31 par la dérivée de t au carré, c'est-à-dire 2 fois t, multiplié par moins 0,31, ça va? Donc, ça me fait moins 0,62t. Et ici, je dérive 7,2t par rapport au temps. Eh bien, ça me donne 7,2. D'accord? Que je retrouve ici. 28, il n'y a pas le temps dedans. Donc, si je dérive ce terme, je vais avoir 0. Donc, Vx, c'est moins 0,62. Alors, Dx à n'importe quel instant. Hein. C'est moins 0,62t plus 7,2. Maintenant, Vy, qu'est-ce que c'est? Vy, c'est la dérivée de y par rapport au temps. Donc, c'est la dérivée de cette expression par rapport au temps. Alors, ici, je vais avoir 0,22 par la dérivée de t au carré, c'est-à-dire 2t, et moins 9,1 multiplié par la dérivée de t, c'est-à-dire moins 9,1, et la dérivée de 30, ce sera 0. Conclusion, Vx de t, c'est moins 0,62t plus 7,2. Vy à l'instant t, c'est 0,44t moins 9,1. Ça va? Alors maintenant, je vais appliquer ça à l'instant t égale 10 secondes. Alors, à t égale 10 secondes, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, je remplace t par 10. Ça va? Donc, ça va me donner moins 0,62 par 10, c'est-à-dire moins 6,2, plus 7,2, ça me donne Vx égale 1 mètre par seconde. Et pour Vy, eh bien, je vais avoir 0,44 par 10, ça va? Donc 4,4, moins 9,1, ce qui me donne moins 4,7. C'est bon? Alors voilà, donc j'ai mes deux composantes, à t égale 10, Vx égale 1 mètre par seconde et Vy égale à moins 4,7 mètres par seconde. Alors, que veut dire ce signe moins? Ce signe moins, il veut dire que la composante Vy est orientée dans le sens négatif. D'accord? C'est-à-dire que ici, sur mes axes OX et OY, sur OX, le sens positif, c'est le sens donné par le vecteur unitaire I, que je n'ai pas représenté ici. Il est horizontal vers la droite. Et sur OY, le sens positif, il est horizontal et vertical vers le haut. C'est clair? Donc, si je trouve un Vx positif, ça veut dire que Vx est orienté vers la droite. Et si je trouve un Vy négatif, ça veut dire que Vy est orienté vers le bas. Il est vertical et vers le bas. Alors, pour pouvoir représenter mon vecteur, j'ai besoin de décider d'une échelle. Donc, j'ai fixé ce qui m'a paru le plus logique, 1 cm pour 1 mètre par seconde. Ça va? Alors, on y va. Mon vecteur Vx, j'ai trouvé 1 mètre par seconde. Donc, mon vecteur Vx est horizontal et vers la droite. Sa longueur, ça doit être 1 cm, puisque j'ai décidé que mon échelle, c'était 1 cm pour représenter 1 mètre par seconde. Donc, puisque Vx mesure 1 mètre par seconde, le vecteur Vx aura une longueur de 1 cm. Alors, Vy, j'ai trouvé moins 4,7, ça veut dire qu'il est vers le bas. C'est bon? Et sa longueur, ça doit être 4,7 cm. Et ensuite, je fais la somme Vx plus Vy et j'ai le vecteur V. Est-ce que c'est bon? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on vérifie une fois qu'on a construit le vecteur vitesse? Eh bien, on vérifie qu'il est bien tangent à la trajectoire. D'accord? Alors, est-ce que c'est le cas? Eh bien, si je prolonge ce vecteur vitesse, eh bien, on voit bien qu'il est tangent à la trajectoire.
Ça va? Alors, on va passer maintenant au vecteur accélération. Alors, pour pouvoir trouver le vecteur accélération à t égale 10 secondes, il faut que j'écrive les composantes ax et ay à n'importe quel instant. Donc, j'écris que ax, c'est la dérivée de vx par rapport au temps. Alors, j'ai vx qui vaut moins 0,62t plus 7,2. Donc, je dérive. J'ai donc moins 0,62. Alors, on se rend compte que AX va rester constant. Ça ne dépend pas du temps. D'accord? Et, oula, il y a une erreur ici. Hein, c'est A, c'est pas VY, c'est AY. Alors, AY, qui est la dérivée de VY, eh bien, ça sera la dérivée de 0,44t moins 9,1, donc 0,44. C'est un A ici. Hein. Je corrigerai ça dans le document que je vous enverrai. Je note. Alors, j'ai donc une accélération qui ne dépend pas du temps. D'accord? Ça veut dire que c'est une accélération constante. Quand je ferai la somme de ces deux composantes, eh bien j'aurai à n'importe quelle position sur la trajectoire l'accélération qui aura la même orientation, le même module. Alors, on va représenter. Alors, je dois choisir de nouveau une échelle pour représenter mes accélérations. Alors, je dois tenir compte des valeurs que j'ai obtenues. Il faut que je puisse représenter chacune des composantes par un vecteur qui se voit bien, mais qui ne soit pas trop grand par rapport à mon dessin. Pour que ce soit en accord avec la taille de ma trajectoire. Alors, j'ai donc trouvé moins 0,62 et 0,44. Alors, l'échelle que j'ai trouvée la plus adaptée, c'est d'avoir 1 cm pour 0,2 mètres par seconde carré. D'accord? Ce qui fait que AX, ça fera 3,1 cm. Et AY, vous oubliez le V là, AY, ça sera 2,2 cm. C'est bon? Alors, on y va. On a trouvé que AX était négatif. Donc, AX doit être orienté vers la gauche. D'accord? On a trouvé un AY positif, donc AY est vers le haut. Le sens positif sur l'axe Y, c'est vers le haut. Le sens positif sur l'axe OX, c'est vers la droite. Donc, AX négatif, ça veut dire que AX est vers la gauche. AY positif, ça veut dire que AY est vers le haut. C'est bon? Voilà. Après, il n'y a plus qu'à faire la somme de ces deux vecteurs. Donc, le vecteur A, c'est la somme du vecteur AX et du vecteur AY. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, que le vecteur A, il est tourné vers l'intérieur, vers la concavité de la trajectoire. Alors, si je m'étais trompée, si j'avais oublié qu'il y a un signe moins ici et que j'avais mis mon vecteur AX vers la droite, eh bien, j'aurais eu mon vecteur accélération qui aurait été comme ça. Et rien que de voir le vecteur accélération qui sort de la bosse, eh ben, j'aurais tout de suite vu que je me suis trompée quelque part. D'accord? Donc, quand vous représentez vos vecteurs vitesse et accélération, alors d'abord, vous avez vu qu'on les représente à la position à laquelle on vous a posé la question. On vous a demandé à t égale 10, eh bien, il fallait chercher la position à t égale 10. Donc, 0 à 0 secondes, à 5 secondes, à 10 secondes. Donc, j'étais bien à cette position. Et c'est à cette position que vous représentez le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Est-ce que c'est clair? Alors, j'ai une
question. Pourquoi le VY est à droite? Le VY, il est vertical. Hein. Qui est-ce qui me pose cette question? C'est Yamina Laraba. Pourquoi le VY est négatif est à droite? Bah, le VY, il est vertical. Hein. Voilà le VY. D'accord ou pas? À droite du point. Qu'est-ce que ça veut dire ça? À droite du point? Je comprends pas. Alors, je répète encore une fois. On a trouvé que Vx était positif et que Vy était négatif. Donc, Vx est dans le sens positif sur l'axe horizontal et Vy est dans le sens négatif sur l'axe vertical. On a trouvé que Ax est négatif et Ay est positif. C'est une erreur ici, hein, c'est un A. Alors, AX est dans le sens négatif et AY est dans le sens positif. Voilà. Alors, les remarques, c'est que le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire et que le vecteur accélération est orienté vers la concavité de la trajectoire. Alors, autre application, on va regarder un cas que vous connaissez bien parce que vous l'avez vu plusieurs fois au lycée. C'est le mouvement d'un projectile. Quand on lance un objet avec une vitesse initiale, voilà. Alors, vous avez déjà vu au lycée, on y reviendra quand on étudiera le poids. La trajectoire est une parabole. Alors, j'ai représenté ici le vecteur vitesse à différentes positions. D'accord? Si je démarre avec une vitesse V0, au fur et à mesure que l'objet monte sur sa trajectoire, eh bien sa vitesse change et vous allez avoir ce qui va rester constant, ça va être la composante horizontale de la vitesse, d'accord, qu'on retrouve à chaque fois. Mais la composante verticale, la composante VY, va aller en diminuant et au sommet de la trajectoire, Vy est égal à 0. Bon, tout ça, on le reverra quand on étudiera le poids, mais ça, c'est des choses que vous connaissez déjà, donc c'est juste pour que vous regardiez les orientations des vecteurs. Alors, dans le mouvement d'un projectile, l'accélération, c'est l'accélération de la pesanteur, donc c'est un vecteur qui est vertical, orienté vers le bas et qui a toujours le même module, c'est G, hein, c'est l'accélération de la pesanteur. Donc, j'ai représenté l'accélération en vert et la vitesse en rouge. D'accord? Alors, ce que je voudrais qu'on regarde, c'est le signe du produit scalaire VA. Alors, je vous rappelle que la dernière fois, on avait regardé la nature du mouvement et on avait démontré que pour savoir si le mouvement est accéléré, eh bien, il faut que le produit scalaire VA soit positif. Et pour que le mouvement soit retardé, il faut que le produit scalaire VA soit négatif. Eh bien, on va vérifier ça. Eh bien, pendant la montée, si vous regardez le signe du produit scalaire VA, eh bien, pendant la montée, le produit scalaire VA est négatif. Alors, pourquoi il est négatif? Je vous rappelle ce que c'est que le produit scalaire. C'est le module de V par le module de A par le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. Alors, regardez bien. Regardez l'angle qu'il y a entre V0 et G au point de départ du mouvement. Hein, quand je suis à l'origine O, l'angle entre V0 et A, le voici. D'accord? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est plus grand que pi sur 2. Donc, son cosinus est négatif. Ça va?
ça veut dire que le produit scalaire VA va être négatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le mouvement est retardé. Et ça, vous l'avez déjà étudié au lycée. Quand vous lancez un projectile, au fur et à mesure qu'il monte, il perd de la vitesse, donc il est retardé. Son mouvement est retardé. Maintenant, pendant la descente, regardez bien, vous avez l'angle qu'il y a entre la vitesse et l'accélération, qui est un angle plus petit que pi sur 2. Donc, le produit scalaire VA est positif. Donc, ça veut dire que c'est un mouvement accéléré. Le module de la vitesse, au fur et à mesure que le projectile redescend, le module de la vitesse augmente. Alors, si l'angle est égal à pi sur 2, eh bien, ça vous donne un produit scalaire qui est nul. Et à ce moment-là, bah, ça peut vouloir dire soit que la vitesse est nulle, soit que l'angle entre la vitesse et l'accélération est égal à pi sur 2, soit que la vitesse est nulle. Alors, c'est ni l'un ni l'autre ici. La vitesse n'est pas nulle. L'accélération n'est pas nulle. Ça veut juste dire que c'est un point de rebroussement. Ça veut dire que quand vous arrivez à ce point, eh bien, l'objet va redescendre vers la Terre. Alors, je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions. Oui, c'est VY qui est égal à 0 quand l'angle est égal à pi sur 2. Okay. Alors, pourquoi est-ce que les vecteurs accélération sont tous parallèles dans le cas d'un projectile? Bah parce que la seule force qui s'exerce sur un projectile, c'est son poids, et que l'accélération qui est associée au poids, c'est l'accélération de la pesanteur, c'est G. Bah, vous avez étudié ça au lycée. D'accord? Ok. Alors, on va passer. Alors, comment tracer ce vecteur accélération? C'est ici, c'est juste qualitatif. Hein, j'ai pas fait de. C'est sans calcul, sans échelle. J'ai juste représenté l'orientation du vecteur accélération. D'accord? Comment on fait pour tracer le vecteur accélération de la pesanteur? C'est ça que vous voulez? C'est ça votre question? Comment tracer ce vecteur accélération? Alors, on le trace d'après ce qu'on sait de l'accélération qui est due à la pesanteur. Je sais qu'un objet, si vous le lâchez, il tombe avec une accélération de 10 mètres par seconde au carré. Si vous le lancez, quelle que soit la vitesse initiale que vous lui donnez, eh bien, il va se déplacer sur une trajectoire qui aura la forme d'une parabole avec une accélération constante qui sera 10 mètres par seconde au carré. C'est lié à la nature du poids. Le poids, c'est une force qui attire les objets à l'horizontale vers le sol. Donc forcément, l'accélération qui est associée au poids, eh bien, ce sera une accélération verticale orientée vers le bas et qui a la même valeur pour tous les objets. Ah oui, bien sûr, oui, 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 je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. Là, vous voyez bien que j'ai tracé une parabole parfaitement symétrique.
Si j'avais tenu compte de la résistance de l'air, la parabole n'aurait pas été symétrique, hein. Sur la deuxième partie, ça n'aurait pas été une parabole, et la trajectoire, elle aurait eu à peu près cette forme-là. Bien sûr que j'ai pas tenu compte de la résistance de l'air. Alors, on en arrive au deuxième type de composantes, c'est les composantes intrinsèques. Alors, on va avoir le temps au moins de regarder comment est-ce qu'on repère la position en coordonnées intrinsèques. Alors, on va choisir un sens positif sur la trajectoire, d'accord? Donc, j'ai une origine, ça ne change pas. On a notre trajectoire, on choisit une origine sur la trajectoire, on choisit un sens positif sur la trajectoire, et à ce moment-là, n'importe quelle position M qui se produit à un instant T, alors, un petit retour en arrière. La règle de l'angle est toujours vraie, ou il est spécial de Koch. C'est quoi ça, Koch? C'est quoi Koch? Ça veut dire quoi ce mot? Alors, la règle de l'angle est toujours vraie. Bah, écoutez, on va revenir à la définition, on reviendra aux coordonnées intrinsèques plus tard. Alors, le produit scalaire, le voici. D'accord? Donc, j'ai le produit scalaire de deux vecteurs A1, A2. C'est le module de A1 par le module de A2 par le cosinus de l'angle. D'accord? L'angle, c'est celui-ci. Alors, quand vous regardez ce produit, la seule chose qui pourrait être négative, c'est le cosinus, puisque j'ai un module par le cosinus. D'accord? Donc, ce qui va déterminer le signe du produit scalaire, ça va être l'angle alpha. Or, l'angle alpha, il peut être les deux vecteurs A1 et A2, ils peuvent faire un angle alpha qui est inférieur à pi sur 2 ou supérieur à pi sur 2. D'accord? Ou alors, ils peuvent être alignés. S'ils sont alignés, alpha égale 0, le cosinus vaut 1. D'accord? Maintenant, ils peuvent être comme sur la figure ici, séparés par un angle aigu, donc plus petit que pi sur 2. Et à ce moment-là, ben, le cosinus, quand vous regardez votre cercle trigonométrique, vous placez votre point sur le cercle, et le cosinus, il est donné par la projection sur l'axe horizontal. Et vous voyez bien que le cosinus de tous les angles compris entre 0 et pi sur 2, le cosinus est positif. Par contre, dès que vous dépassez pi sur 2, tous les angles compris entre pi sur 2 et pi ont un cosinus négatif. C'est bon? Et donc, il suffit de regarder l'orientation de vos deux vecteurs quand vous calculez leur produit scalaire. S'ils font un angle inférieur à pi sur 2, le produit scalaire va être positif. S'ils font un angle supérieur à pi sur 2, leur produit scalaire va être négatif. Alors, je ne sais pas si... Alors, comment on peut savoir le mouvement en calculant AV directement? Ça veut dire que la valeur de V par la valeur de A. Ah non, 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 attention. En aucun cas, c'est le produit des modules. Hein. C'est dans un mouvement rectiligne, c'est le produit des mesures algébriques. Dans un mouvement curviligne, c'est le produit scalaire. D'accord? Produit scalaire, c'est-à-dire premier vecteur, ici c'est le produit VA, donc vecteur V, module de V,
par module de A par le cosinus de l'angle qu'il y a entre V et A. D'accord? Alors, au passage, on aurait pu, ben vous me ferez ça pour la prochaine fois, tiens. Dans l'exemple qu'on a traité tout à l'heure, j'y reviens. Alors, pour la prochaine fois, vous faites ça. Vous me cherchez l'angle qu'il y a entre V et A. Alors, est-ce que vous avez une idée de comment on fait pour avoir l'angle entre V et A? Oui, oui, mais je vous l'enverrai, vous inquiétez pas. Il s'arrête pas à la page 6, hein, j'avais envoyé la suite, je l'ai posté sur la... Alors, aucune idée. Oui. Alors, pour ceux qui disent que vous n'avez le cours que jusqu'à la page 6, c'est faux. J'ai posté la suite la semaine dernière et je vais encore poster la suite jusqu'à ce qu'on a fait aujourd'hui, dans la classroom, hein. Alors, c'est quoi le but quand on calcule le produit scalaire? Alors, le but du produit scalaire, c'est de produit scalaire de V par A. Eh ben, c'est justement de trouver la nature du mouvement. C'est de savoir s'il est accéléré, s'il est retardé. D'accord? Alors, vous revoyez ça dans le cours de la dernière fois. On a fait la démonstration de pourquoi. Non, Dahmani Amir, vous n'avez pas regardé tous les posts, hein. J'ai, j'ai posté le cours du 5 janvier. Il va au-delà de la page 6. Il faut regarder tout ce que je publie. Ne regardez pas ce que vous avez enregistré vous. Ok, vérifiez. Alors, je reviens. Ok, je reviens à mon produit scalaire AV. Alors, je vous ai demandé pour la prochaine fois de me trouver la valeur de l'angle qu'il y a entre, alors dans notre exemple de tout à l'heure, trouvez-moi l'angle qu'il y a entre le vecteur V et le vecteur A. Alors, je vous laisse y réfléchir, on corrigera ça la prochaine fois. Alors, 180, non, ce n'est pas 180, vous voyez bien que c'est pas 180. Alors, c'est pas une devinette, hein, c'est le résultat d'un calcul. Bon, on en discutera la prochaine fois. Alors, je vais déjà arrêter l'enregistrement.